troisième, c'était le cousin. Il dormait avec nous dans la chambre. Donc, c'était le frère. Pour nous, il n'y a pas de cousin. Quand c'est le cousin de sang, c'est le frère, tu vois. Et quand on a eu l'occasion de faire le premier morceau où on a dû décider de s'appeler Arsenic, il était là avec nous. Donc, on s'est dit, lui aussi, il partage notre passion, tout ça du rap. Écoute, on va l'emmener avec nous dans l'aventure. Et à partir de là, bim, plus de son, plus d'images de Tony Truant. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Patrick Soulaï est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Voilà, je rappelle que vous êtes formateur en process communication. Ouais. Vous allez m'aider aujourd'hui. Notre invité s'appelle Calbo. Bonjour et bienvenue Calbo. Bonjour. Vous êtes rappeur, parolier, douanier, driver, légende du rap français. Membre du groupe Arsenic. Il fête ses 30 ans cette année. Ouais, c'est ça. Et puis du collectif Bisso Nabisso, voilà, fondé en 1997, entre autres. Mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre premier livre, Quelques gouttes de plus, aux éditions Mindset. À quoi le titre de votre livre fait-il référence ? Quelques gouttes de plus, il fait référence au premier titre du premier album classé dans les classiques par les gens avertis. Et donc le titre c'était Quelques gouttes suffisent, le premier album, et donc qui a marqué un peu notre génération. Et donc Quelques gouttes de plus, le livre c'est justement les dessous de cette année-là, ces années-là. Et donc je rajoute quelques gouttes à ceux qui ont kiffé. Quelques gouttes quelques gouttes suffisent. On pensait que quelques gouttes suffisaient, mais là je rajoute quelques gouttes de plus. C'est Monsieur Balzem. Spécial dédicace à Kenzie, lui qui avait trouvé le titre de votre premier album, L'homme qui trouve des titres plus vite que son ombre. Exactement. Donc le gars est très inspiré et voilà, je le raconte beaucoup dans le bouquin justement. Il a sa touche, il nous a apporté beaucoup, du début jusqu'à la fin. Encore la fin, il n'y a pas de fin. Ouais, on dit que la guerre se gagne dans les plans. Ouais. La première fois où vous le rencontrez, ce gars, il vous sort le plan de votre carrière. Voilà, c'était carré, c'était précis, c'était je le dis aujourd'hui, tu signes en bas, c'est une paire de 2, une paire de 3, tapis, tu viens ou tu viens pas. Et en fait, c'est la facilité que je raconte aussi, que les gens ne se rendaient pas compte, c'est que le plan était tellement carré qu'on avait juste à le suivre en fait. Pour nous, ça n'a jamais été difficile puisque c'était un plan bien établi. Et la difficulté, c'était de réussir les bons albums. Et encore, nous, on l'a jamais pris vraiment comme une difficulté. Donc jusqu'aujourd'hui, on s'amusait. Mais le truc qui était important, c'est que lui, il était tout le temps carré. Les plans étaient carrés et on n'avait qu'à suivre la feuille de route. Follow the process, comme on dit aujourd'hui. Quand on a écrit un livre sur cette époque, autant dire des choses. Vous êtes sans filtre. Dans ce livre, compris sur votre histoire perso finalement. Oui. Non mais c'est ça. Et puis écrire un livre, il y a toujours le truc où on dit c'est une thérapie, on se livre, mais c'est la vérité. Moi avant je l'entendais beaucoup quand j'entendais parler des écrivains, tout ça, c'est une thérapie. Mais bon, quand tu l'écris maintenant et tu te dis je dois m'ouvrir quand même pour intéresser les gens, mais même moi-même, tu vois, c'est une thérapie pour moi-même. Le fait j'ai sorti des choses. Et, en fait, quand je l'ai écrit aussi, je veux pas que ce soit un livre où je tue des gens dedans, tu vois, c'était pas intéressant pour moi. C'est le tome 2 en général. Ou 3. C'est juste pour raconter les choses comme elles sont et puis rétablir des vérités, mes vérités à moi. C'est pour ça que le livre, pour moi, c'est l'histoire d'Arsenic, Bisso, racontée par celui qui l'a vécu. Parce que souvent, beaucoup de gens racontaient nos histoires. Et là, en fait, je me suis dit, je me suis lancé en disant, c'est moi qui vais la raconter. Alors peut-être que vous avez vos versions de mon histoire, mais ce livre c'est la version de celui qui l'a vécu. Oui, j'ai fait lire votre livre à votre cousin, il n'a pas la même version. C'est sûr, même mon frère doit... Même, tu sais, quand on vit une action à deux, même j'ai passé toute ma carrière avec mon frère Lino, c'est sûr que lui il aura une version et moi j'en aurai une autre. Moi, ce que je trouve très intéressant, déjà, je suis très content que vous m'ayez invité comme ça, Philippe, parce que on reçoit quand même Calbo d'Arsenic, et je faisais partie de cette époque qui a été marquée par cet album, par ces gens. On s'habillait américain, et puis à un moment, on s'est habillé en Lacoste. Donc ça, c'est très important à dire. Pourquoi c'est important à dire pour moi, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai vu aussi dans le bouquin, et c'est pour ça que je fais la liaison en blaguant avec le survêtement Lacoste, c'est parce qu'il y a une recherche d'authenticité quand même.
Il y a une recherche quand même d'authenticité. Et ce qui était pour moi, la question que je voulais vous poser, c'est que vous faites partie d'Arsenic. Ouais. Et on vous connaît pas. On connaît Lino. Ouais. Mais on connaît pas Calbo. Alors que Calbo, il est dans tous les clips. On le voit tout le temps. Mais on le connaît pas. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que vous ayez voulu nous partager un peu de qui vous êtes? Peut-être l'expérience de vie, la maturité, l'envie de transmettre. Qu'est-ce que je peux te dire de plus encore et puis il y a aussi tu sais, j'ai un fils de 20 ans aussi qui me parle. On parle des générations. Moi, je parle, c'est une confrontation de générations, tout ça. Et quand ton fils de 20 ans qui écoute le rap d'aujourd'hui, et toi, comme un vieux con, dit, ah, ça ressemble pas à notre rap, tout ça, machin, et qui te répond, oui, mais ça, c'est notre rap à nous, papa. Et là, tu comprends que, ah ouais, c'est vrai quand même, que nous-mêmes, à l'époque, quand on arrivait, on a changé la couleur du rap. Il y avait des solars, il y avait tout ça, et nous, on arrivait avec un rap plus différent. Et là, aujourd'hui, bah oui, c'est leur rap à eux. Et lui aussi, c'est aussi lui, grâce à lui, que j'ai fait le EP qui suit le livre, en me disant que, vas-y, fais. Nous aussi, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que, donc, pour le livre, il y a le livre aujourd'hui, quelques gouttes de plus, mais il y a aussi le EP qui suit derrière, où dans le livre, je parle de morceaux que j'ai écrits. Ouais. Mais les personnes les avaient entendus. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire le EP qui suit, avec la même pochette que le livre, qui s'appelle aussi quelques gouttes de plus, pour allier les deux, comme ça, si t'as le CD, t'as le livre, t'as le CD. Et c'est mon fils qui m'a dit, papa, vas-y, envoie, nous, c'est ça aussi qu'on va entendre. Et donc, il y a tout ça qui fait que, voilà. Donc, un besoin de transmettre. Un besoin de transmettre, oui. Et tu te dis, ouais, quand tu vieillis, t'as ce truc. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui me disait, non, mais Calbo, tout le monde ne le fait pas. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas, mais peut-être que c'est ma culture. Dans le rap. Dans le rap. Ouais. Mais c'est vrai que on devrait le faire, mais de plus en plus, et puis il faut être les premiers à lancer. Donc on lance, de plus en plus de gars vont écrire derrière, raconter notre histoire pour les jeunes justement, parce que souvent on se plaint que les jeunes ne connaissent pas, vous connaissez pas à l'époque, on est là comme des vieux cons. mais racontez-nous alors. Raconte. Alors l'histoire, c'est que finalement, si votre père n'était pas parti aussitôt, vous et votre frère, vous n'auriez pas fait de rap. C'est sûr et certain. Parce que le bon vieux père Bantou, chef du village africain, lui c'est l'école. Il fallait dire, à l'époque, tu fais du rap, c'était quoi? Du rap? Mais comment ça? C'est quoi ça? Ça pouvait même pas exister. Et je pense que voilà, on l'aurait même pas fait. Ok. Alors dans votre livre, vous livrez, et là c'est vraiment le côté personnel qui ressort, vous expliquez comment vous accompagnez, vous, votre papa, jusqu'à la fin, et comment vous comprenez que vos parents se voient pour la dernière fois. Ouais, c'était, il y a des fois des choses comme ça qu'on n'explique pas. Dire que moi, j'étais le seul à la maison à avoir le permis, j'ai 18 ans, j'étais le seul à avoir le permis, donc on est une famille nombreuse quand même, on est 9 enfants, et 2 cousins qui squattaient là, pendant des années, on savait pas pourquoi, mais c'est l'Afrique, et donc j'accompagnais souvent, mon père était interné à Dreux, et donc c'est moi qui faisais la route avec ma mère souvent, et puis les autres, tu vois, donc comme c'est moi qui ai le permis, c'est moi qui m'y colle. Et souvent on allait voir mon père qui était là, et à un moment j'ai senti je sais pas pourquoi, le dernier jour j'ai senti qu'il allait lâcher, qu'il allait arrêter. Il s'est battu, on a tout essayé, et un soir, un jour la porte est entrouverte, ma mère lui dit le dernier au revoir, moi je les laisse dans leur intimité, tout ça, et je l'attends dehors. Et je l'entends parler, et puis elle dit, bon, on revient demain, on revient te voir le week-end prochain. Et là, il dit, non, mais laisse le petit, tranquille, tout ça. Et elle dit, mais non, on dit pas n'importe quoi. Donc j'entends que lui, il a une parole de... Il n'y aura pas de demain. Voilà. Et je sens, et quand elle part, elle dit, bon, à demain, tout ça. Et on part. Et moi, je sens que c'est comme s'il nous a dit au revoir. Et à la maison, quand j'arrive, et à 5h du matin, j'entends tout le monde pleurer, tout ça. Waouh. Et je sais qu'il est parti. Et donc, moi, je reste, on avait des lits superposés, donc j'étais en haut, moi, et je reste sur mon lit, et tout le monde pleure dans la maison, tout. Et moi, je lui dis au revoir sur le lit, mais je savais déjà que, ça, il avait dit, c'est comme si j'avais senti qu'il partait ce jour-là. Et ça n'a pas loupé.
Et vous avez pleuré bien plus tard. Hein. Ce que vous écrivez, c'est que finalement, vous avez gardé cette peine au fond de vous, et qu'un homme, ça pleure, ça finit par pleurer. Ouais, oui, parce que moi, en fait, je l'ai tellement... En fait, je me suis battu avec lui, je l'ai accompagné comme j'avais le permis. J'avais, tu sais, les pères bantous... c'est un peu, c'est pas comme nous aujourd'hui. Moi, je suis un père avec mon fils, on rigole, il me tape sur l'épaule, il m'embrasse, il me dit je t'aime. Mais nous, il y a pas ça. Ton père, nos pères à l'ancienne, même pas tu lui touches l'épaule, tu vois. Même pas tu lui dis je t'aime quoi, va là-bas. Et donc, mais il y a des petits signes qui montrent l'amour, tout ça. Et donc moi j'ai vécu des trucs, on avait la passion du foot tous les deux, les autres l'avaient pas, donc moi je regardais les matchs avec lui, il m'envoyait souvent jouer son tiercé, c'est tout le temps moi qui m'y collais, mais c'était ces petits trucs pour montrer que non, toi t'es mon petit, toi tu vas tout le temps, mais tu sais pas pourquoi c'est tout le temps toi, parce qu'en fait pour lui il s'en fout, c'est toi et c'est personne d'autre. Et après avec le permis je l'accompagnais au boulot, je revenais, et encore dans la maladie je l'accompagnais, et les longs moments de maladie qu'il a eu en chaise roulante, c'est à moi qui demandais de l'emmener aux toilettes, tout ça. Donc, je m'y collais. Donc, j'avais cette habitude d'être son second, tu vois. Partager cette intimité, voilà. Finalement. Et quand il est parti, pour moi, en fait, j'ai vécu ces derniers instants. J'ai vécu plus d'instants que les autres pour moi. Et je consolais les gens. Mais après, c'est plus tard que j'ai pleuré, bien plus tard. Et même quand j'ai eu mon fils, Dieu merci, mon père rentrait dans la médecine. Il aimait ça. Et mon fils, il s'est lancé dedans. Lui, il a pas vu de ses neveux et nièces, on en a 23 aujourd'hui. Ses petits-enfants. Et voilà, donc moi, je suis fier de tout ça. Et vous dites que où il est, votre père est fier de vous. C'est ce que vous pensez, en fait. Ah oui. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et je me dis, tu sais, nous, souvent, même quand je parle aux gens, quand je dis vous perdez quelqu'un, ils sont toujours là, ils nous regardent. Donc, à nous de continuer, de faire en sorte, parce que souvent les gens ne finissent pas leur œuvre, tout ça. Donc à nous ici de finir la nôtre, pas la leur, la nôtre. Et donc je me dis, mon père il est là-haut, il me regarde, il dit je suis à Beurre FM, en train de parler des conneries. Et t'es là, bon, ton petit-fils il est bon, voilà, donc quelque part tu fais le boulot mon fils. Donc c'est bon. Mais du coup c'est super intéressant parce que est-ce que cette tristesse et en même temps cet espoir, c'est ça qu'il y avait dans Arsenic? Parce que moi, je me rappelle très bien quand j'étais jeune, il y avait ce truc quand on écoutait Arsenic, on était galvanisé en fait. Et pourtant, il y avait ce truc sombre. Donc je me pose la question, est-ce que aujourd'hui on peut faire ce lien-là? Non, mais c'est tout simplement parce qu'on parlait de toi. Parce que nous, dans nos morceaux, on parlait des gens, on parlait nous, pourquoi on était aimés, on le savait pas, mais maintenant, avec l'expérience et le recul, je peux te le dire, avec mon frère, on avait justement on se donnait cette exigence qu'on avait de toujours dire, bon, on va parler de thèmes précis, on va parler des gens, de ce qu'on vit et ce qu'on voit, de nos frères, nos oncles, nos tantes, de toi. Et on était aimés dans tous les quartiers jusqu'à aujourd'hui parce qu'on parlait des gens, en fait. Non, c'était pas une époque nombriliste. C'était plus, on parlait de la société et les gens se retrouvaient dans nos morceaux un peu partout parce qu'on parlait de vous, quoi. Okay. En parlant de nous, on parlait de tout le monde. Parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est Calbo qui nous livre sa vérité ce matin, qu'on retrouve dans un livre qui s'appelle Quelques gouttes de plus aux éditions Mindset. Et Patrick Soulaï est avec nous. Alors vous revenez sur beaucoup d'idées reçues, de rumeurs qui ont traversé depuis un peu plus de 2 décennies le monde du rap. Au départ, donc, Arsenic était 3. Oui. Il est devenu quoi le 3e? Le 3e est tombé aux oubliettes. Non, donc pour faire un résumé rapide, le 3e c'était le cousin. Donc le vrai cousin, parce que souvent en Afrique on peut appeler cousin. Là c'est vrai cousin de sang, donc Tony Truant. Et donc TNT pour les. Et donc il était avec nous dans la chambre, il dormait avec nous dans la chambre. Donc c'était le frère. Pour nous il n'y a pas de cousin. Quand c'est le cousin de sang, c'est le frère, tu vois. Et quand on a eu l'occasion de faire le premier morceau où on a dû décider de s'appeler Arsenic, il était là avec nous, donc on s'est dit, lui aussi, il partage notre passion, tout ça du rap, écoute, on va l'emmener avec nous dans l'aventure. C'est Baltrap, ça. Voilà, le premier morceau de la compilation Baltrap. Et puis derrière Baltrap, il y a eu L'Enfer remonte à la surface avec Hostile. Et à partir de là, bim, plus de son, plus d'images de Tony Truant, donc il se baladait un peu partout, on sait pas trop. Nous, on était pressés par Kenzie qui disait, bon,
parce que la légende avait dit, le cahier des charges disait qu'à partir du moment où le public va dire à quand l'album d'Arsenic, je vous envoie au studio faire un album. Mais tant qu'il n'a pas annoncé, on va continuer à faire des compiles, des machins, on va faire le buzz comme ça. À l'époque, c'était ça le buzz, c'était faire des compiles et des featuring dans les albums des autres, tout ça. Et ça, Kenzie l'avait vraiment conceptualisé dès le départ. Conceptualisé, c'était précis, c'était... Et à partir de là, on a perdu Tony Truant à partir de la deuxième compile qui s'appelait L432. Voilà, Tony Truant se baladait, il venait plus en studio, il kiffait un peu ces deux albums, les deux premiers morceaux qu'il avait envoyés dans la compile Baltrap, et puis ce petit succès, en fait, qui était le mini succès qui était quartier, maintenant ville un peu, donc pour lui c'était déjà énorme. Et c'est là où justement on l'a un peu perdu, après pour diverses raisons. Et voilà, il a eu ses problèmes de papier parce que voilà, et donc il a dû retourner au pays derrière ça, justement pour faire ce papier, parce qu'à l'époque on virait vraiment les gens, je pense, à l'époque. Et donc nous, déjà avant même qu'il parte au pays, on lui disait mais reviens au studio, on doit te bosser, maintenant on doit le faire sérieusement. Mais lui, il était à droite à gauche. Donc nous on continue avec le frère Lino, tu vois, on continue à faire nos morceaux. Et quand Kenzie nous envoie faire l'album, lui il est toujours pas là, écoute, on est obligé d'aller, on y va. Et donc quand il rentre au pays justement, et c'est là où il y a maintenant les histoires, il revient, le nouvel Arsenic, machin, nouvelle signature, les embrouilles inventés par-ci et par-là, plein de versions d'une histoire. Et c'est pour ça que le bouquin m'a servi à remettre un peu les pendules à l'heure et donner ma version à moi, la version de celui qui l'a vécu, quoi. À noter que tout ça arrive avant l'existence des réseaux sociaux. Voilà. On imagine les retentissements qu'il y aurait aujourd'hui. Ah ouais, ça serait parti comme les clashs d'aujourd'hui. Mais sauf que nous, à l'époque, on n'était pas trop clash, tu vois, nous, ça n'existait pas. Nous, aujourd'hui, je vois des clashs, les gens s'insultent leur mère, leur grand-mère. Nous, ça dure une seconde, ces trucs-là. Là, je suis déjà en bas de chez toi. Non, je vais pas te répondre sur les réseaux. Tu vois, donc c'était un peu comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas une autre génération. On avait plus une génération de confrontation directe que de réseaux. Et je pense même que, c'est vrai que ce que tu dis, parce que ça s'est un peu passé comme ça dans les magazines. Et nous, on a demandé un droit de réponse dans le magazine où lui était parti déverser sa version. Et donc, c'est dans ce magazine, puisque les journalistes aiment bien, ils sont friands des histoires, tu vois. Waouh, le troisième Arsenic a sa version, pourquoi il n'est pas dans Arsenic? Waouh. Et donc, il était parti dans un magazine à l'époque que Valou tenait. Et donc, nous, on lui a demandé, écoute, t'as donné ta version, j'entends, ça fait du boucan, les gens en parlent. Et on va laisser parler, tu vas nous dire la même chose, mais devant nous cette fois, et dans la rédaction où t'es parti te déverser ton truc. Donc on lui a donné rendez-vous dans cette rédaction, et là il a pas pu donner la version. Là les gens ont bien compris que il y avait rien de tout ce qu'il avait dit. Voilà pour le troisième, pour ceux qui pensent qu'Arsenic est 3. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous dans cette histoire? Parce que vous, je pense que c'est important d'insister sur le fait que vous avez vu ça très sérieusement, très rapidement. Ouais. Et que lui, moins a priori. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qui voit moins ça comme un travail, ou la trahison de votre rapport familial? Au départ, le travail, puisque, encore une fois, moi je dis souvent aux gens, la première personne, l'artiste, la première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Nous, on a eu la chance de croire en nous et d'avoir Kenzie qui croyait en nous. Donc, on avait deux personnes. Lui, il était persuadé qu'on allait réussir, qu'on allait faire l'or. Il était persuadé. Il nous a persuadé qu'on était bons. Et donc, à partir de là, il y avait une exigence. Nous, on s'était donné une exigence. Et Lino, c'est un psychopathe de ce côté-là. Il bosse à mort, il lit, machin, il écrit tous les jours. Donc, il y avait un rythme à tenir. Et quand on t'appelle et que tu viens pas, nous qui sommes sur le bateau en train c'est comme si tu es sur un bateau en train de pagayer, il y en a un autre qui pagaye pas et qui est là. C'est pour qu'un bateau avance, pour que tout le monde pagaye au même rythme, au machin. Et donc, il y en a un qui bégaye. À un moment, vous avancez. Quand vous avancez, à un moment, tu regardes derrière, t'es loin. Et lui, il a pas su suivre. Et donc là, on était touchés dans le taf déjà. Ça nous a fait chier dans ce sens-là. Et en plus, Lino qui écrivait ses couplets à lui, tu vois. Donc tu sens même que dans l'album, il faisait son boulot, quoi. Il faisait le boulot du cousin. Au cas où il revenait, tu vois, on l'attendait quand même. Au cas où il revenait, c'était prêt. Il y avait quand même,
Et mais derrière ça, il a pas enchaîné. Et donc après où ça a piqué, c'est justement quand il est revenu avec ses histoires. Et là, ça touchait personnellement puisque c'était vraiment le frère. Et donc moi personnellement, ça m'a peut-être touché plus que, je sais pas si plus. Moi, je parle de moi dans le bouquin, donc je vais pas parler pour Lino. Mais moi, ça m'a touché. Puis j'étais pas dans une histoire de violence. Tu sais, quand t'es piqué comme ça, je vais pas te frapper. Non, c'est fini. C'est-à-dire, ce que t'as fait, c'est tellement méchant, en plus en racontant une version qui a rien à voir avec la vérité. Ben, salut. Merci, au revoir. Et le merci, au revoir, l'ignorance est plus violente que les coups. Hein. Oui, clairement. Tu vois, et donc, et comme on était tellement piqué, moi, personnellement, que j'ai dit, je préfère t'ignorer. Après, il est revenu, bien sûr, comme je dis, assieds-toi, mange. Mais reste devant moi, passe plus dans mon dos. Tu vois, mais mange, vas-y. Okay. Nous, c'est un peu ça, tu vois, ça restera toujours la famille, ça reste toujours la famille, mais musicalement, non, mets-toi de côté. Ok. Donc c'est important quand même parce que dans le monde dans lequel on vit, et surtout les plus jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est un vrai boulot. Parce que là, ce que vous décrivez, c'est il y en a un qui, au bout de 2 morceaux, a commencé à se laisser vivre, et nous et en fait le schisme il se fait parce que vous travaillez et que lui il travaille pas. Oui, parce qu'il y avait un cahier des charges pour nous. La fin du truc, c'était pas les compiles. Nous, c'était album, c'était disque d'or. Disque d'or, c'était 100 000 à l'époque. Et nous, il y avait pas les réseaux sociaux, donc t'avais pas la température du buzz. On savait pas qu'on avait un buzz, tout ça, on savait pas. Pour te dire, même que je le raconte dans le livre, j'ai dit le jour où l'album sort, avec Lino, on se regarde, on dit, mais pourquoi les gens, nous on habite à Villiers-le-Bel, un bâtiment 6e chaudron, pourquoi les gens vont aller acheter notre album à Toulouse? Allez, pourquoi? Vous y croyez pas? Vous n'arrivez pas à croire qu'il y a quelqu'un qui va se lever le matin pour aller acheter votre disque? Non, on se projette même pas là-dedans. On se dit, mais comment? Pourquoi même à Paris? Pourquoi un mec va dire, c'est la sortie des 2 mecs de Villiers-le-Bel, je vais aller à la Fnac, je vais écouter leurs conneries. Et quand on a commencé à voir les chiffres, on se dit, ah ouais. Ok, là on est dedans. Là on a commencé à croire en ce truc. On est dans la musique à partir de 100 000 disques d'or, une fête. Là, tout a changé autour de nous. Et là, vous êtes allé jusqu'à 300, je sais même pas plus encore. Aujourd'hui, c'est compliqué à imaginer. Ouais. 300 physiques. Ouais. Des CD. Des CD. Ouais. Votre immeuble, votre bâtiment, vous le baptisez le 6e chaudron, et vous êtes étonné qu'aucun journaliste ne vous demande pas pourquoi vous avez baptisé ça le 6e chaudron. Ouais, pourtant, c'est pas commun. 6e chaudron, les gens s'habituent. Je sais pas si j'ai raconté dans le livre dernièrement. Vous racontez dans le livre, mais... Non, dernièrement, j'étais dans une classe. Donc, je pars un peu raconter notre vie dans les classes des jeunes. Donc, c'est une école à Villiers-le-Bel. Et des petites filles, des garçons de 14 ans, 13 ans. Et le prof de français me dit, il leur dit, il arrête ma conférence, et il dit aux jeunes, est-ce que vous savez pourquoi votre bâtiment s'appelle le 6? Ils font non. Il dit, c'est ce monsieur qui l'a débaptisé. Les jeunes appellent le bâtiment le 6. Pour eux, ils habitent au 6. D'accord. Ils habitent au 6e chaudron. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont grandi, ils n'ont même pas été de notre génération. Pour eux, le bâtiment s'appelle le 6e chaudron. Donc là, il y a encore transmission. Ils savent pas que ça s'appelle la Cerisée. Et il dit, c'est ce monsieur. Parce que quand tu prends un petit du 6e chaudron, tu lui dis, t'habites où? Il dit, j'habite au 6. Et là, il dit, mais pourquoi le 6e chaudron? Il y a le livre. Il n'a pas la ref. Ouais. Bon, Lacoste vous a donné combien? Rien du tout. Même pas un maillot, un polo, une casquette, une banane? On a fêté les 20 ans d'Arsenic à l'Olympia de cet album, et c'est Lacoste on est habillés comme sur la pochette, et là c'est Lacoste qui nous a livré les vêtements. Lacoste blanc. Hein. Voilà. Ouais. Et puis aussi des mais juste là, mais si tu veux, on n'a jamais couru après le sponsoring ou quoi qu'est-ce de Lacoste. C'est devenu un concept. Après, comme je raconte dans le bouquin, après la maison de disques jouait le jeu aussi, parce que voilà, les crocodiles. Mais nous, on mettait ça quand on était pauvres.
Et dès qu'on a eu beaucoup d'argent, on en achetait encore plus. Donc, c'est tout. Mais ça vient d'où cette idée du dressing Lacoste? Ça vient juste que c'était une marque française et que nous, on voulait pas s'habiller en américain avec des grosses marques larges, tout ça. Nous, on avait nos petits survêtements Roland-Garros. Aujourd'hui, je suis fan de tennis, mais à l'époque, je jouais même pas au tennis. Mais j'avais toujours le dernier Roland-Garros. Et on bricolait les Lacoste. Et puis après, c'est vrai que quand on les a mis après, le premier clip qu'on a fait, c'est Boxe avec les mots, c'est carrément une pub Lacoste. Ouais, c'est clairement. Et les gens, ils sont devenus fous. Qui a aimé Boxe avec les mots a aimé Lacoste. Et donc la spéciale dédicace dans votre livre à Gabi, votre premier fournisseur en crocodile. Voilà. Gabi, donc garage à Villiers-le-Bel. Un Libanais qui avait son magasin de sport à Villiers-le-Bel, qui avait une licence Lacoste. Et dans son magasin, il vendait pas que du Lacoste, mais il avait une licence Lacoste. Et il nous disait, lui, il a trouvé bon, avec le succès d'Arsenic, etc. Il nous a mis 2 sièges au fond de son magasin en cuir, avec le disque d'or en haut. Et il disait, ça c'est le magasin d'Arsenic, c'est Arsenic. Ils viennent souvent là. Et nous, en contrepartie, on se servait en Lacoste chez lui. Et après, vous avez basculé chez Mohamed Dia. Voilà. Un an après, le deuxième album, on était chez Mohamed Dia, ouais, c'est ça. On a grandi ensemble, on était à l'école, au collège ensemble. Et lui n'avait pas ce talent qu'on avait de la musique, mais il a été assez malin pour dire, je connais tous ces rappeurs, mais je rappe pas. Je vais faire une marque de vêtements et vous allez tous le mettre. Et donc, moi, j'ai dû convaincre le frère Lino d'enlever le Lacoste pour mettre le Dia. Et les premiers Dia, c'était pas les beaux Dia qu'on a vu après. Il a dit, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, il a quand même mis, parce que tu vois, le droit de naissance. Et il a quand même mis, et puis il y a eu le succès qui a suivi derrière. Parce que au début, ils étaient un peu fâchés, ceux qui portaient le Lacoste, on le voyait chez Dia, mais après, ils ont dû suivre. Oui, il faut changer le dressing là aussi. C'est Calbo qui nous raconte son histoire. Aujourd'hui, une partie de son histoire dans un premier livre autobiographique qui s'appelle Quelques gouttes de plus aux éditions Mindset. Il est avec nous jusqu'à 13h. Patrick Soulaï est avec nous. Des anecdotes, vous en avez pour plusieurs livres, de toute façon. Non, c'est clair. Quand j'ai fini le bouquin, je sais que j'en avais encore plein d'autres qui sortaient. Je me suis dit, merde, je vais devoir écrire un deuxième bouquin. Et c'est sûr, je vais écrire parce que j'ai aimé l'exercice. Donc, quand tu fais un truc, en fait, que tu pensais inaccessible, pas pour nous, j'avais aussi ces croyances limitantes, comme tous les gars des cités, je peux pas écrire un bouquin, ça c'est les Victor Hugo, en vrai, tu dis non, mais nous aussi on peut écrire. Et voilà, et puis on a des histoires. Moi, c'est 2 gars qui m'ont inspiré, un Mystique d'abord, de Bissot, qui avait écrit il a 5 livres, et Oxmo aussi, qui a écrit un bouquin, qui m'a dit, lui, Mystique, c'est parce que je lui racontais mes histoires, parce que je donne des cours d'écriture en prison, tout ça, dans les maisons de correction. Ça s'appelle plus comme ça, mais ça ressemble. Et donc, j'avais plein d'histoires à la fin de ces moments. Je passais des moments là-dedans. Et je racontais à mon pote Mystique, qui s'occupait des jeunes dans le Sud. Et il me dit, mais Calbo, tes histoires, faut les raconter, il faut les écrire. Et moi, aucun moment je pensais écrire, je lui racontais juste ce que j'avais vécu. Je dis, ça me touche, le fait de sortir. Et eux, ils sont tout le temps enfermés, les bruits des clés. Les gars qui me disent, Calbo, nous oublie pas, ils ont pris des 7 piges, des machins. Toi, t'es là, tu tisses des liens, après tu t'en vas. Donc à la fin, le dernier jour, t'es piqué, tu vois. Et donc je lui raconte ça pour sortir. Après, il me dit, mais écris-le, les gens, ils veulent entendre ça. Et après, là même, il me l'a dit, c'était dans ma tête, mais je pensais pas à me lancer. Et je rencontre Oxmo qui me dit, mais Calbo, nous, dans nos vies, tu crois que c'est commun de rencontrer Mandela, t'es sorti du bâtiment, la cerisée, de faire tout ce qu'on a fait pendant 25 piges. Écris-le. Faut raconter comment, par hasard, vous arrivez à lui serrer la main. Ouais. Juste avant de monter sur scène. Ça, c'était magnifique. Le Mandela, et puis, comme on dit, souvent on dit, les gens, ils vont faire des pèlerinages pour aller voir Mandela, mais c'est une vérité. Mandela, quand il est devant toi, debout, là, devant toi, mais tu crois que c'est un ange. Vous lui serrez la main et vous dites c'est un moment suspendu, finalement. Voilà, c'est lui qui nous serre la main, parce qu'il était dans son mode, comme le fait les présidents, les Macron, les Sarkozy, quand ils sont des bains de foule, tout ça. Il passe et on est devant lui, comme on le laisse passer dans la porte, où il allait sortir à sa table, en Afrique du Sud, dans les Koras. L'équivalent des victoires de la musique. Voilà. Ouais. Et là, il serre la main à tout le monde, et tous les gens qui sont dans les loges, qui crient Mandela, Madiba. Et là, nous, on est devant lui. Avant de sortir, il continue, il nous serre la main. Et là, quand il nous serre la main, nous, on reste bloqués. On regarde nos mains, on dit, mais c'était Mandela. Et là, il part. Et quand il part, nous, on reste encore là. On dit, non, Mandela.
Tu vois, c'est un gymnase, c'est une route. Pour nous, c'est Nelson Mandela, tu vois. Et là, on dit, merde, on doit chanter. Donc, on a couru, on est arrivé un peu à la bourre sur la scène. Et quand on retourne à notre table et que les autres qui nous disent, ouais, mais vous avez fait quoi là? On a dit, on a serré la main à Mandela. Mais non, c'est pas vrai, bande de menteurs, c'est pas possible. Je dis, je te jure, on a serré la main à Mandela. Donc même nous, les trois qui avons serré la main à Mandela, on n'y croyait pas. Et après, s'en est suivi, je le raconte dans le bouquin, l'histoire elle est marrante. Et tu sais, en plus, l'anecdote que j'ai pour ce truc, c'est que tout ce que je raconte, je le vérifie. Parce qu'on sait jamais, la mémoire, tu vois, elle est sélective. Des fois, t'as vécu un truc, mais l'autre a pas vécu avec toi le truc, mais il s'en rappelle plus. Souvent, quand t'as eu le mauvais rôle dans une histoire, tu t'en rappelles plus. Et je raconte, et je vérifie cette scène, je vérifie la scène où Mandela danse, et je me rends compte qu'il avait dansé 2 fois, donc je me dis, ah ouais, il faut vraiment vérifier tout ça. Et non, mais c'était pas mal, l'histoire de Mandela, c'est énorme, à vie. Il y avait Jackson, Michael Jackson également, à cette cérémonie, qui faisait ses courses chez Auchan. Ouais, c'est pour te dire que Mandela est une aura tellement puissante que Michael, tu le vois plus à côté. Pourtant, c'est Michael Jackson. Nous, on était fans de Michael Jackson. Mais quand il y a Mandela à côté, au choix, mon gars, c'est Alors, terrible. un de vos gimmicks doit quelque chose à Michael Jackson. Voilà, le fameux tchit. C'est Michael qui le faisait dans des morceaux. Et c'est Lino qui l'a chopé là-dedans. Donc, nous, encore, avec notre côté, on voulait pas faire comme les Américains. Yo, 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 avant de rapper. Nous, on faisait tchit. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas grave, il avait piqué Sol Makossa avant. Ouais, bah oui. Donc, on a repris un peu de... Hein. Il y a énormément d'anecdotes, mais beaucoup d'anecdotes très précises sur votre livre. On a l'impression qu'on est dans une époque de bisounours, où finalement les rappeurs s'aiment tous et où ils se prennent pas du tout la tête. Qu'est-ce qui a changé finalement en 30 ans? Ce qui a changé, c'est que, en fait, même si c'était pas vraiment la culture hip-hop des premières heures, mais il y avait quand même ce côté hip-hop qui est l'unité, tu vois, ouais, c'était pas une époque nombriliste à l'époque. Les rappeurs parlaient des faits de société, et on se retrouvait, on s'écoutait tous. Tout le monde pourtant, on traînait pas ensemble, on se voyait pas, mais tout le monde avait un respect pour l'autre, on écoutait. Et les featuring, ça se faisait tout le temps. C'était un classique. Les gens, là, un peu plus, là, les rappeurs, les jeux commencent à se mélanger un peu plus. Mais nous, c'était n'importe qui te donne un coup de fil, viens en studio. Et nos défis, c'était ça. Nous, on n'était pas dans les clashs. On était, tu m'appelles. Ok, je vais venir te tuer dans ton morceau. Qui va être le plus fort dans ton morceau? Et c'était que ça. On était chauffé un blanc par les managers derrière. L'autre, il t'appelle. Vas-y, va dans son morceau, tue-le. Et quand ils disaient, non, mais, le public disait, non, il t'a bousillé dans le morceau. Donc, c'était ça notre, voilà. Et c'était un exercice, on s'y prêtait tout le temps parce qu'on aimait, on avait les albums et les compiles et les featuring. Donc, on y allait à fond dedans. Et c'est vrai que c'était une époque, c'était hostile dans le public parce que ça a bien changé d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je suis allé à 2-3 concerts, c'était pas le même public à notre époque. Qu'est-ce qui était différent? C'était les coups-gorges, c'était des bandes qui venaient voir nous, quand on faisait les concerts, c'était des Kaira qui étaient là devant nous, tu vois, ça avait rien à voir avec le public d'aujourd'hui. Aujourd'hui, et puis on faisait ce rap qui, je sais pas pourquoi, mais, si je me dois comparer, c'est que nous, on avait un rap de militants, et aujourd'hui, ils ont plus un rap pour se divertir, pour sauter en l'air, pour faire danser les enfants, les meufs, les trucs. Il y a plus de meufs dans les concerts aujourd'hui qu'à notre époque. C'est un regret, ça? Non, chacun son époque. Chacun son époque. Nous, tu sais, moi, je le juge comment? Je dis, nous, on a vécu l'Eldorado du rap. Ce que vous expliquez, l'Eldorado du rap. L'Eldorado, c'était les trucs. À la française. Voilà. Les hippies, les machins, nous, c'était la beuverie, les trucs, les voyages, la starification. Après, parce que nous, on s'est jamais pris pour des stars jusqu'à aujourd'hui. On a toujours vécu le truc en délire, mais les gens te renvoyaient une image de star, quoi. Tu marchais dans la rue, combien de fois j'ai vu des gens tomber, alors que, moi, je dis, je suis juste Calvo de Villers-le-Bel, tu vois, relève-toi. Au McDo, vous racontez la première fois où au McDo, on veut vous offrir votre repas. Je te dis, je comprends pas. Même un flic, il me dit, il me donne une amende et il me dit, mais,
vous êtes pas, vous me dites qu'il y a Calbo. Bah, et il veut plus me donner mon amende. Tu sais, je tiens le côté, lui, il tient l'autre côté. Et il me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je dis, bah, pourquoi je te l'ai dit? J'ai fait mon infraction. Vas-y, donne mon amende. Tu vois, que des trucs comme ça. Et je le raconte, ouais, j'ai dit, quand tu deviens une star, entre guillemets, bah, tout glisse. On dirait que, ouais, c'est différent. Quelle est la part de responsabilité de votre génération par rapport au décalage qu'il y a avec cette génération? Qu'est-ce qui a manqué, selon vous? Qu'est-ce qui a manqué? Ouais. Je pense que malgré, parce que en fait, si avec le recul, je peux dire que les radios, les maisons de disques ont joué le jeu du changement, parce que c'est eux qui ont les manettes, hein, ils ont la radio, ils ont des trucs. Donc de changer un peu la couleur du rap, les codes du rap, ils ont un peu changé. Et nous, l'erreur qu'on a fait, je pense qu'aujourd'hui, je peux témoigner maintenant avec l'expérience, c'est que malgré ça, au lieu de s'arrêter, parce que beaucoup ont arrêté de notre époque, on aurait dû continuer à faire un truc parallèle, même si c'est parallèle, même si c'est underground, que les jeunes ne lâchent pas, à l'instar d'un Booba qui est resté aussi dans cette génération alors qu'il était dans la nôtre. Ben, il s'est adapté, il a fait une autre musique, un autre style. Ben, les autres aussi auraient dû faire ça. Quelques-uns sont restés, on fait. Il y a les Kerry qui sont encore là, et beaucoup de rappeurs aussi reviennent et tout ça. Mais on peut c'est notre faute à nous, c'est pas la faute les jeunes aujourd'hui qui ont leur musique aujourd'hui comme ça, on leur a laissé le terrain, donc ils ont fait la musique qu'ils kiffaient. Et puis comme à notre époque, il y a du bon et du mauvais. Et comme à notre époque aussi, il y avait du bon et du mauvais. Et donc c'est ça. Donc, mais je sais que en faisant cet exercice même que je fais à Beurre FM, les jeunes, ils faire des livres, des machins, les jeunes vont prendre cette culture. Là, je ressens un EP parce que justement, j'ai eu le recul et j'ai appris moi-même. Et je rejette la faute sur moi-même. Je dis, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Les morceaux du EP, il y en a qui ont 10 ans. Mais combien vous avez de chansons qui sont terminées dans vos tiroirs? 25, 30. Et souvent, les gens disent, oui, mais à quand le prochain album d'Arsenic? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que entre le deuxième album et aujourd'hui, où les gens attendent encore l'album, on a fait des vingtaines de morceaux d'Arsenic qui existent, qui sont jamais sortis. Et quand je les écoute aujourd'hui, ils pourraient sortir aujourd'hui, ils sont encore bons. Et donc? Des histoires de maisons de disques, paperasserie, tu connais. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une maison de disques pour sortir un disque? Non, il n'y a pas besoin d'une maison de disques aujourd'hui, mais comme les morceaux appartiennent à la maison de disques, les maisons de disques ont des milliers de morceaux dans les tiroirs qui sortent. Toujours de label? De label, au style qui est acheté par Universal, ils s'achètent entre eux. Et si tu veux, nous on se dit toujours, on donnera un troisième album à nos aficionados, quoi qu'il arrive. On le fera parce qu'on leur doit. Depuis le temps, on a déjà le titre qui était donné par Kenzie à l'époque déjà. Le titre, c'est Si quelques doutes subsistent. Arsenic. Et donc voilà, donc on sait déjà dans le titre, à nous de le remplir. Le poison. Voilà. On croise beaucoup de monde, hein. On croise même Mélanie, qui a fait son, Diams, qui a fait son retour il y a quelques temps, que vous avez beaucoup tourné avec elle, hein. Une grande rappeuse. Moi, j'ai kiffé Mélanie, je l'ai vue, je l'ai raconté, je l'ai vue dans les coupes-gorges. Comme je disais tout au début. Elle a tourné partout. Mélanie, elle est pas arrivée, par en haut, elle est arrivée par le bas. Et donc, je me rappelle des concerts où elle était là, même sifflée, huée, parce que c'était des publics très masculins, très voyous, mais elle se démontait pas. Elle était là, elle aimait le rap. C'est vraiment une vraie rappeuse qui aimait le rap. Et donc, je l'ai vue monter comme ça, jusqu'à ce qu'elle ait fait son tube, après qui a marché, tout ça. Mais avant ça, c'était vraiment une fan de rap. Donc, elle aimait vraiment ça et elle a fait tous les chemins, elle a suivi le cursus de la guerre, de la saleté avant d'arriver là-haut, tu vois. C'est pour ça que j'ai ma petite Laura Yeniche qui lui ressemble un peu, dit par les gens bien sûr, mais elle me fait penser dans l'énergie et l'amour du rap qu'elle a, elle me fait penser à Diams aussi des fois, que j'aimais beaucoup, puisqu'on parlait beaucoup avec Mélanie dans les concerts, tout ça. Alors si vous avez fait du rap, et on voit dans votre livre, hein, c'est parce que votre mère vous a donné l'autorisation. Ouais. Elle a dit faites-le, mais faites-le comme un métier. En fait, elle nous a donné l'autorisation. Elle nous a pas donné l'autorisation, mais on faisait du rap, puisque maintenant le père était parti. Et donc il n'y avait plus, ma mère bossait, donc elle avait 9 enfants à nourrir. On était au quartier, donc on commençait à faire les délinquants tous les jours, mais on avait notre kiff, notre hobby, le rap.
Donc c'était quand même, au milieu de la délinquance, on avait le rap. Et pour elle, c'était quoi ce truc? C'est quoi ces trucs, ces cris dans la chambre tout le temps, ce son à fond, c'est quoi ce truc? Elle entendait, ouais, il rappe, mais c'est quoi le rap? Ah là, il peut aller travailler, c'est comment? Et donc, à chaque fois, elle arrivait, on l'entendait jamais avec notre son à fond dans la chambre. Boum, à chaque fois, elle poussait la porte. Ouais, c'est quoi votre musique? Arrêtez ça, là, vous avez travaillé, là. Et nous, on arrêtait la musique. Et puis, un jour, comme ça, elle arrive, elle pousse la porte. Et là, on sursaute encore, on veut éteindre la musique. On baisse le son. Et là, on la voit, elle est calme, posée, elle est pas énervée. On se dit, oh, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et là, elle nous sort, si vous voulez faire du rap, faites-le sérieusement. Faites-le comme un travail. Et là, elle part, boum, elle referme la porte. Et là, on est resté bloqué, on s'est dit, waouh, on s'est regardé. Et ouais, elle nous a donné l'autorisation de faire notre rap. Plus jamais derrière ça, elle est venue nous gueuler dessus. Et l'anecdote, c'est quand on sort l'album, le premier, Quelques gouttes suffisent, qui a un succès, disque d'or, on lui dit, t'as vu maman, on l'a fait. On l'a fait sérieusement. Et on en a vécu. Allez, votre premier livre vient de sortir, Quelques gouttes de plus aux éditions Mindset. Il y a le livre et il y a l'EP. L'EP qui suit derrière. 8 morceaux qui vont avec. Dans les 8 morceaux, il y en a 5 qui racontent des anecdotes du livre. Et 2, dont le premier single que j'ai envoyé, J'écris, pour montrer un peu aux jeunes que le rap, c'était ça à notre époque. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Patrick. Yes, à bientôt. Et très bon dimanche sur Beurre FM.